Bonjour à tous. Bon, il est 16 heures passées de quelques secondes. Je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Tout d'abord, je suis ravie de vous accueillir pour IDFOR Mobility à ce webinaire que nous avons co-organisé avec nos partenaires, notamment nos partenaires québécois, Innover et Propulsion Québec, et avec le soutien de l'Agence de l'innovation pour les transports française, donc l'AIT. Alors, ce webinaire s'inscrit dans le prolongement du projet d'Easy Access. Il a bénéficié à ce titre du soutien du FFQCD de Rennes Métropole. Tous ces mots pour vous indiquer que ça nous a permis de participer notamment à un salon organisé par Propulsion Québec à Montréal en mars 2023. Et ce webinaire s'inscrit dans la droite lignée de cet événement à Montréal, car il traite d'écosystème des véhicules électriques. Donc, l'ambition du webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous présenter, de façon croisée aux acteurs québécois et aux acteurs français l'écosystème de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, nos intervenants auront la gageure de le faire sous forme de table ronde en 45 minutes, l'ambition étant d'échanger pendant un temps relativement restreint. Cédric vous présentera les différents intervenants juste après. Avant de lui laisser la parole, pour information, nous vous proposerons un petit questionnaire en fin de webinaire. L'objectif de ce questionnaire, c'est de recueillir votre intérêt potentiel pour l'organisation d'une deuxième session franco-québécoise, dont l'objectif serait cette fois de faire du matchmaking ou en tout cas de se faire rencontrer des acteurs québécois et français pour potentiellement monter des projets d'innovation ensemble en traversant de l'Atlantique. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Cédric Lalaison de Propulsion Québec, qui va donc modérer cette table ronde d'aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Véronique, et bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Cédric Lalaison. J'ai un accent français, mais je suis en ce moment au Québec. En fait, je suis binational. Alors, je pense que j'avais le casting tout indiqué pour organiser, en tout cas modérer ce panel. Je travaille chez Propulsion Québec, donc qui se trouve être la grappe des TEI au Québec et qui a le mandat de rassembler l'ensemble de l'écosystème autour donc, du développement de la filière TEI. Aujourd'hui, en tout cas, je serai donc le modérateur et je vais sans plus tarder demander à nos intervenants de se présenter. Et puis, je commencerai, puisque Véronique a débuté avec l'introduction, je débuterai avec Alex. Peut-être, Alex, est-ce que tu pourrais te présenter Oui. Donc, bonjour. Donc, je me nomme Alex Champagne-Gilina. Donc, j'ai un accent légèrement plus prononcé que Cédric. Donc, moi aussi, je viens du Québec. Donc, je suis directeur du développement stratégique chez Innover. Donc, Innover est un groupement stratégique de recherche industrielle. Donc, c'est-à-dire, on est un organisme sans but lucratif qui est financé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui a pour objectif de stimuler, accompagner et financer la recherche collaborative dans le domaine de l'énergie électrique, l'électrification des transports et le transport intelligent. Donc, on fait des mariages entre entreprises et centres de recherche et on entame de plus en plus notre expansion internationale. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on est ici. Là. Donc, notre objectif, c'est vraiment de réaliser des projets d'innovation avec des entreprises, entreprises québécoises, centres de recherche québécois, avec des entreprises à l'international, donc avec la France, donc entreprises françaises et centres de recherche français. Donc, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Merci, Alex. Alors, on va passer maintenant à Sergio, qui est notre deuxième panéliste aujourd'hui. Bonjour, donc Sergio Capitao. Moi aussi, j'ai un accent pour nos camarades québécois. Donc, je suis le directeur général d'IDFOR Mobility. Donc, je travaille avec Véronique. Notre job, c'est de faire de l'innovation collaborative autour de programmes de recherche et de développement et d'industrialisation sur les sujets de mobilité terrestre. On fait partie des 5 grands pôles français du domaine. Et donc voilà, donc après, on aura l'occasion de détailler un peu les projets qu'on a pu accompagner sur ces sujets-là, mais en tout cas, très heureux de participer à ce webinaire. Merci Sergio. Comme l'a dit Véronique au tout début, on a très récemment organisé un événement France-Québec à Montréal et vous étiez présents, merci. Et à cette occasion, on a rappelé l'importance d'échanger entre nos deux continents, nos deux territoires. Et on a eu la chance le privilège de signer une entente avec l'Agence de l'innovation pour les transports, toujours dans cet objectif de rapprocher, d'échanger,
de rapprocher nos territoires, de faire des collaborations croisées. Puis justement, on a avec nous Estelle Sturzer de l'AIT, qui peut-être, Estelle, tu pourrais te présenter et nous expliquer un petit peu le cadre de cette entente que l'on a signée entre Innové, Propulsion Québec et l'AIT. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Cédric. Bonjour à tous. Donc, je suis Estelle Sturzer. Je suis fonctionnaire au sein du ministère des Transports, chef du pôle stratégie et partenariat au sein de l'Agence de l'innovation pour les transports. Et donc, à ce titre, j'ai 2 casquettes, la mise en œuvre du volet transport de France 2030 et l'animation des partenariats stratégiques de l'agence qui est un réseau, une marque et pas encore une personnalité morale. Donc, l'Agence de l'innovation pour les transports porte un programme d'accompagnement de lauréats et soutient le développement de leurs innovations, notamment dans le cadre des partenariats stratégiques. Et le Memorandum of Understanding que nous avons conclu avec Propulsion Québec et Innové nous permet d'ouvrir l'horizon de nos lauréats de notre programme Propulse. Voilà. Et bien sûr, ce MOU qui a été signé en mars à Montréal permet des regards croisés, des échanges, la découverte réciproque de nos écosystèmes dans le domaine de la mobilité durable et innovante, bien sûr. Et nous comptons organiser encore de nombreuses activités ensemble dans le cadre de l'année de l'innovation France-Québec qui est en cours. Voilà. Merci Estelle. Tu fais bien de le souligner. Nous sommes, comme vous le savez, certains dans le cadre de l'année de l'innovation franco-québécoise. De nombreux événements ont lieu et celui-ci en fait partie. Cet événement, on l'a voulu, et merci encore, c'est à l'initiative vraiment de ID for Mobility qu'on l'a organisé. On souhaite qu'il soit vraiment pratico-pratique, c'est-à-dire qu'on est là pour vous donner des clés de compréhension de sur nos marchés respectifs. Par la suite, on prévoit, et Véronique vous en donnera quelques mots à la fin, organiser un deuxième rendez-vous d'échange et de maillage B2B. Mais avant tout ça, on est là vraiment pour décrypter et vous faire comprendre un petit peu comment fonctionnent nos écosystèmes. Alors, j'ai envie de débuter sans plus tarder avec peut-être en guise d'introduction une présentation, une photographie des écosystèmes du côté Québec et du côté France. Alors, si on devait présenter au niveau macro nos écosystèmes, les grandes tendances et puis les tendances du marché, si je me tourne vers Alex, pourrais-tu nous en dire quelques mots par rapport au Québec? Oui, tout d'abord, pour comprendre le transport au Québec, la première chose à mentionner sur la situation actuelle, c'est en fait, pour l'instant, l'automobile est reine au Québec. On a environ 7 millions de véhicules enregistrés présentement pour une population d'environ 8 millions d'habitants. Là-dessus, il y a déjà un bon travail d'électrification qui a été fait. On a environ 171 000 véhicules électriques branchables, donc environ 2,43% du parc. C'est un bon départ. Il y a encore plusieurs freins à cette adoption-là, notamment le fait que les véhicules ne sont pas tout à fait disponibles et aussi que leur prix d'achat est très élevé. Donc, ça, c'est pour le moment. Là où on veut s'en aller et là où on s'en va, c'est beaucoup plus vers les véhicules de taille moyenne, en fait, poids moyen, poids lourd. Donc, que ce soit les autobus, que ce soit les véhicules lourds. Donc, pour le moment, ce qu'on voit comme tendance, ce qu'on prévoit comme tendance, c'est une diminution du nombre, de la proportion de véhicules personnels et une augmentation du nombre d'autobus, du nombre de véhicules lourds, autant en termes de consommation qu'en termes de production. Donc, sur un horizon de 2050, on peut prévoir peut-être une multiplication par 3 du nombre de véhicules lourds et d'autobus. Et donc, c'est vraiment dans ce marché-là qu'on est. Et c'est aussi là-dedans qu'on est en termes de manufacturiers. C'est-à-dire qu'au Québec, on fabrique des pièces d'automobiles, mais qui vont surtout s'en aller vers l'Ontario et le Midwest américain. Vraiment, ce qu'on va fabriquer davantage au Québec, c'est des autobus, des véhicules lourds et des véhicules récréatifs. Donc, par exemple, les motoneiges, les motos, les véhicules tout-terrain. Pour le moment, en termes de parc, on a environ 600 autobus scolaires électriques sur un parc d'environ 10 000 véhicules. Donc, c'est encore faible, mais ça augmente
assez rapidement. Pour les autres véhicules, on en est encore à, disons, beaucoup plus du côté de projets pilotes. Donc, on a des camions de classe 8 ou des camions lourds qui commencent à être électrifiés, différents autres types de véhicules. Mais c'est vraiment plutôt du côté des véhicules personnels et autobus qu'il y a vraiment un chemin qui a été fait. Donc, c'est disons, la vision sommaire pour le Québec. Très bien. On aura l'occasion, plus loin dans la conférence, de rentrer un peu dans le détail. Donc, on voit bien qu'il y a une spécialisation, ou du moins une orientation vers tout ce qui est véhicules spécialisés, véhicules lourds et moyens. Du côté de la France et plus particulièrement du Grand Ouest, Sergio, pourrais-tu présenter les grandes tendances pour nos amis québécois qui sont avec nous ici pour décrypter un peu le marché? Oui, je vais tenter de le faire aussi synthétique qu'Alex. En gros, pour vous donner les ratios, en France, il y a le parc roulant, c'est à peu près quand on parle de parc roulant, c'est véhicules automobiles, véhicules légers et véhicules utilitaires légers. On est à peu près à 38 millions de véhicules, donc dites-vous qu'il y a une voiture pour 2 personnes en France, à peu près. Ça vous donne un ratio facile à retenir. Sur ces 38 millions, l'année dernière, il y a eu à peu près 2 millions de véhicules, 1,9 million qui ont été vendus. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a à peu près 700 000 véhicules électriques qui ont été vendus en véhicules neufs. Et si on prend les véhicules électrifiés, donc on prend les véhicules hybrides, on est à 1,1 million à peu près. Donc il y a un peu plus de la moitié des véhicules qui se vendent maintenant en France qui sont électriques. Alors pourquoi cette forte accélération? C'est qu'on a un cadre réglementaire européen dans le cadre du Green Deal autour d'un grand plan qui s'appelle Fit for 55 et qui prévoit dans les réglementations finalement d'orienter la technologie vers le 100% électrique. Même l'hybride est en train de, entre guillemets, passer à la trappe. Et même les flottes captives, entre guillemets, les flottes privées, on veut les flottes publiques, par contre, il y a une discussion au niveau européen sur les passer à 100% électriques en 2030. Donc, ça fait une grosse tendance, entre guillemets, sur ce sujet-là. Et donc, du coup, au niveau français, ça a obligé l'ensemble du tissu industriel à se recomposer. C'est en cours. Soit certains sont en train de pivoter, soit d'autres sont en train d'émerger. Et après, on pourra rentrer dans le détail, mais en fait, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que finalement, sur l'ensemble de ces véhicules, il y a une stratégie française dans le cadre de France 2030, où le président de la République a mis un objectif à 2 millions de véhicules électrifiés produits en France. Aujourd'hui, on est à 1 million, je le disais tout à l'heure, on est à 1,9 million véhicules, entre guillemets, vendus. Alors après, dedans, il y en a 1,3 million à peu près ou 1,2 million qui sont fabriqués en France pour donner un ordre d'idée. Après, qui partent dans l'Europe. Donc, on est dans un marché ouvert. Et donc, dans ce cadre de cette stratégie, il y a aussi des plans, des financements dans lesquels l'AIT peut proposer des choses, dans lesquels le SGPI, donc le secrétaire général aux investissements, peut proposer aussi des choses. Et donc, du coup, on est dans ce trend-là avec des acteurs qui finalement sont un peu sur tous les métiers. Donc, on a les métiers des constructeurs. Alors, les constructeurs, chez nous, ça va effectivement de la voiture de chez Stellantis à Renault, en passant aussi par des plus petits véhicules qui sont des vélos cargo, des vélos assistance électrique. Il ne faut jamais les oublier dans le cadre de transport. On a un continuum et on est assez riche de cette question-là. Il y a une filière vélo qui est en train de se mettre beaucoup en place en France. Mais ça passe effectivement, comme tu l'as dit, par le développement des transports en commun. Et donc, effectivement, l'électrification à la fois des autobus, des bus, des cars et des trains. Et après, on a toute la supply chain qui vient derrière, fournisseurs de batteries, fournisseurs de moteurs électriques, fournisseurs d'électronique de puissance, tout ce qui est lié autour de la recharge, puisque ça change d'écosystème, entre guillemets. On n'est plus dans l'écosystème classique. Et après, on a tout ce qui est lié à l'économie circulaire, qui va venir aussi apporter. Donc, on parle de seconde vie de batterie, de rétrofit de véhicules, où là, on essaye aussi de développer des spécialités en France et dans le Grand Ouest. Donc, voilà, donc un panorama un peu diffus, mais qui donne quelques points de repère sur le sujet. Merci beaucoup, Sergio. Un beau panorama et puis merci pour cette introduction. J'ai bien aimé la partie effectivement où on a parlé aussi des plus petits véhicules et tout ce qui concerne la mobilité douce. D'ailleurs, je pense que c'est une question qui a été posée dans le chat par Daniel Gans, je crois. Peut-être un point, Alex, de ton côté sur cette partie-là, parce qu'on a été dans la présentation très focusé sur la dimension véhicule, mais peut-être tu voudrais dire un mot par rapport à ça? Oui, effectivement. Donc, on est impliqué au Québec dans ce secteur-là.
en tête, j'ai 3 entreprises qui sont quand même assez intéressantes là-dedans. Donc, du côté des vélos électriques, on a Vélec et Vinci qui développent différents modèles. On a aussi un modèle une espèce de mix entre une trottinette et vélo électrique qui est développé par GB, qui est assez intéressant, parce qu'il y a des applications pour la mobilité douce et même des applications industrielles pour du transport dans certains contextes. L'enjeu, évidemment, qu'on a du côté du Québec pour toutes ces mobilités douces, c'est celui de l'hiver. Donc, il y a toujours cette question-là que l'adoption du vélo électrique pour la majorité des gens, ça va se faire sur, disons, 6 à 9 mois. Les mois d'hiver, c'est beaucoup plus complexe, quoique de plus en plus, ça se fait. Donc, les pistes cyclables vont être déneigées et tout, mais disons que l'adoption va être plus lente parce que ça va rester, pour la majorité des gens, un mode de transport d'appoint. On avait eu, du côté de la trottinette électrique, plusieurs des tests qui s'étaient fait effectuer à Montréal. Finalement, on n'avait pas ça avait duré pendant peut-être 1 an pour des trottinettes électriques en libre-service. Ça a stoppé, mais je pense qu'il y a un autre projet pilote qui est supposé être lancé du côté de Laval ou Longueuil au cours des années à venir. Donc, c'est définitivement un domaine qu'on regarde qui va être intéressant, mais je pense que pour le moment, c'est beaucoup plus dans l'aspect loisir, si on veut, ou en tout cas, c'est comme ça que c'est commercialisé pour le moment, donc les vélos électriques pour le cyclotourisme, par exemple. Ouais, tu fais bien de mentionner qu'au Québec, vous le savez, c'est une évidence, mais le climat est un enjeu avec lequel on doit composer. Et nos industriels qui font de l'innovation, de l'expérimentation, utilisent parfois aussi cet élément-là pour repousser les limites technologiques, adapter notre mix, etc. Pour continuer dans la discussion, on l'a touché un peu du doigt, on a nommé quelques entreprises, on a parlé de la filière industrielle, mais j'aimerais quand même rentrer plus en profondeur sur cet aspect-là avec vous. Est-ce que vous seriez en mesure, notamment, je vais me tourner vers toi, Sergio, pourriez-vous nous présenter l'organisation de votre filière industrielle, vos champions, vos donneurs d'ordre, comment tout ça est structuré de votre côté? Alors, c'est toujours pareil, on peut faire plein de chaînes de valeur et de représentation. Je vais vous donner celle que nous, on a faite dans le cadre de notre plan stratégique 2023-2026. Bon, en fait, pour nous, la mobilité, c'est 4 couches. C'est une couche véhicule et mobile. Donc, dedans, c'est ce que on se disait, c'est qu'en fait, on a à la fois excusez-moi, vous parlez mieux français que nous, les pure players, que sont des constructeurs automobiles comme Renault, PSA, Citroën et consorts. On a aussi tous ceux qui sont dans les véhicules utilitaires légers, comme des gens comme Gruo, par exemple, qui est constructeur carrossier, qui aménage des véhicules pour les problématiques de mobilité urbaine, pour les interventions des pompiers ou des ambulanciers. On a effectivement une filière vélo assez conséquente avec les 2 plus gros constructeurs de vélos en France, que sont Manufacture Française du Cycle, MFC et Arcade, qui ont 2 sites qui produisent quasiment la majorité une grande partie des vélos fabriqués en France. On a aussi alors ça peut paraître un peu anecdotique, mais pas tant que ça, des tracteurs électriques. On a des startups comme Sidéral qui se mettent parce qu'il y a des niches, entre guillemets, dans la question du remembrement, ou en tout cas des exploitations agricoles plus petites, et avec le développement du bio amène à ce qu'on développe des solutions aussi autour de ça. Donc ça, c'est pour prendre des sujets plus éloignés, mais on a aussi des véhicules utilitaires pour les villes, des petits véhicules qui servent à faire les espaces verts, donc avec une entreprise comme Goupil, qui d'ailleurs, je crois, a un actionnaire qui s'appelle Polaris du côté du Canada, mais je dis peut-être une bêtise. Donc voilà, donc ça fait un pont, on a un membre en commun. Donc voilà, donc ça, on a déjà une filière véhicule intrinsèquement qui est là. Après, on a les fournisseurs de technologie, je le disais tout à l'heure, on a ceux qui font des batteries, donc là, on peut citer des Saft, ACC, E4V, etc. Donc là, c'est tous les projets de Gigafactory qui sont développés en France. Il y en a énormément dans le nord de la France. Et puis nous, on a des sujets autour de tout ce qui est packaging de batteries, etc. Donc ça fait partie un peu des grands champions européens. Ils sont français, mais ils sont aussi européens. Donc là, c'est des variantes de JV entre Total, Stellantis, Mercedes. Donc là, on voit qu'on joue européen, mais avec des implantations françaises. Et puis après, on a tout ce qui est autour du moteur électrique et de l'électronique de puissance. Donc là, c'est des Forsee Power, des Nidec et des équipementiers comme Valeo qui sont en train de se positionner très, très fortement sur ces sujets-là, qui sont aussi membres chez nous. Après, je le disais tout à l'heure, en fait, l'électrification, c'est un nouvel écosystème. Donc, en fait, il faut prendre en compte aussi l'infrastructure de recharge.
Et là où tu as des Wattpark, des Sparkling, donc là, je prends des plus petites entreprises, des startups, mais je trouve que c'est intéressant. Les champions, ce n'est pas à la fois des grands groupes et c'est aussi des nouveaux entrants. Donc là, c'est tout ce qui est borne de recharge avec une logique très service numérique qui vise soit à gérer, parce qu'en fait, on sait tous que si on branche tous notre véhicule à brancher à 18 heures, on crame, on crame les centrales chez nous. Et donc, du coup, il faut qu'on lisse la charge. Donc là, il y a une notion de communication véhicule pour infrastructure. Et puis après, ce que je disais tout à l'heure, on a des champions dans l'économie circulaire. C'est une nouvelle tendance, entre guillemets. On a des gens comme Gouache, qui est une start-up du côté de Bordeaux, qui recycle les batteries sur les mobilités actives, les micro-mobilités, donc de trottinettes, de vélos, et qui va venir repackager les cellules pour récupérer une grande partie de la matière première. On a, ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est autour du rétrofit de véhicules. Donc là, il y a une loi qui est passée, en tout cas, il y a des textes qui sont passés, des études qui ont montré qu'on pouvait décarboner le parc, parce que là, on parle beaucoup des nouvelles technologies qui arrivent pour construire les véhicules ou la mobilité de demain. Mais aujourd'hui, on l'a dit, nous, on a 38 millions de véhicules qui circulent en France. Si on veut décarboner à 2030, il va falloir que ce n'est pas qu'avec les véhicules neufs qu'on va vendre qu'on va réussir à décarboner. Donc, on doit aussi attaquer. Et donc là, il y a plein de gens qui travaillent sur des auxiliaires d'énergie pour les véhicules. Donc là, on est beaucoup dans le monde de la start-up. Mais voilà, en tout cas, un panel comme ça où on peut voir les différentes tranches et voir un peu comment tout ça se réagence. Et après, il y a des acteurs classiques qui sont en train de pivoter, des fabricants de pièces. Donc après, on a toute une chaîne. Voilà, aujourd'hui, nous, on a une boîte du côté entre Rennes et Saint-Malo qui fait des compresseurs de climatisation. Donc, ce qui est un peu le cœur d'une climatisation. Et donc là, ils sont en train de passer à une gamme de compresseurs électriques, une nouvelle technologie, justement parce que, alors vous le savez encore mieux que nous, réchauffer la voiture l'hiver est un sujet en tant que tel. Et donc, je pense que vous êtes très sensible à ce sujet-là. Donc voilà, donc ils ne vont pas développer la pompe à chaleur, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Mis à part ce léger détail de température, j'observe. Bretagne, le climat, on nous le répète assez souvent, je te rassure. Mais ce qui est amusant, et j'en profite, mais merci pour cette présentation de l'écosystème et puis des forces en présence, des donneurs d'ordre, et puis des créneaux stratégiques. Moi, ce qu'on aime à dire là du côté de Propulsion Québec, c'est qu'on a un cousin français donc, qui est ID for Mobility, et on retrouve beaucoup d'axes et de l'organisation de votre écosystème est très similaire en fait à ce que nous, on a aussi au Québec, avec toute proportion gardée évidemment. Et puis, on a depuis quelque temps l'émergence et puis l'intégration de joueurs industriels, des champions qui s'implantent et qui étendent leurs activités. Gentiment, Phénicia Séraphin nous l'a mentionné tout à l'heure. Novabus vient de conclure le plus gros contrat d'autobus électrique de l'histoire canadienne, donc Novabus du groupe Volvo. Donc, on voit vraiment cette chaîne de valeur là qui est en train de structurer dans un écosystème qui est en ébullition. Peut-être, Alex, tu voudrais en dire 2 mots également pour présenter un peu comme l'a fait Sergio, nos grandes entreprises et nos créneaux porteurs. Oui, avant de commencer avec vraiment les véhicules électriques, je vais peut-être juste prendre un pas en arrière parce que du côté du Québec, on a comme un éléphant qui a une importance immense sur tout ce qui a rapport avec l'électrification, qui est Hydro-Québec, en fait, qui est une entreprise d'État qui est responsable de production, transport, distribution d'électricité au Québec, mais qui a aussi travaillé pendant près de 30 ans en électrification des transports. Donc, en fait, depuis 30 ans, ils sont impliqués là-dedans. Ils ont beaucoup de brevets qui sont dans les véhicules électriques à travers le monde. Et ça a été une force qui a permis de créer beaucoup de spin-offs, soit directement au sein d'Hydro-Québec ou des spin-offs créés par les anciens employés d'Hydro-Québec. Donc, de là-dessus, c'est un partenaire intéressant pour des entreprises à l'étranger, mais c'est aussi une source d'expertise vraiment très intéressante. Plus précisément, présentement, ils sont beaucoup impliqués dans tout ce qui est borne publique et gestion de la recharge avec des filiales comme Circuit électrique et Cléo. Et donc, juste mentionner celui-là avant parce qu'il va jouer un rôle vraiment majeur. Maintenant, du côté des véhicules électriques, j'ai commencé par les autobus parce que c'est peut-être là où on est le plus loin. On a mentionné Novabus, mais comme autre joueur important, on a donc Novabus qui va faire des autobus urbains, mais on a aussi Prévost qui fabrique des autocars qui ont maintenant une version électrique. Girardin Microbird qui fait des autobus scolaires de petite taille et un peu
ce qui est en train de devenir un peu notre champion, ou en tout cas notre histoire à succès, Lyon Électrique, qui construit des véhicules, des autobus scolaires de grande taille, puis des camions moyens et lourds électriques. Donc, récemment, je pense que la semaine dernière, ils ont inauguré une nouvelle usine de batterie à Montréal. Et donc, c'est un de nos joueurs très, très intéressant. Si on sort un Alex, peu Alex, tu me permets, je te coupe, mais en fait, c'est juste pour rebondir sur ce que tu dis. On a un peu l'équivalent dans cette gamme-là qui fabrique à la fois des batteries, mais qui en même temps fabrique des bus. C'est le groupe Bolloré avec Blue Solutions, Ouais. Blue Bus. Et en fait, ils ont cette chaîne, entre guillemets, complète à la fois de fabrication des batteries et en même temps fabrication de véhicules dans lesquels s'embarquent ces batteries-là. Et donc, ils ont des bus qui opèrent à la fois à Rennes, à Paris, etc. Donc, ça fait le pendant, entre guillemets, sur le sujet. Et en plus, je crois qu'ils ont des acquaintances canadiennes. Donc, voilà. Et puis, Tout oui, à fait. PDF, Ils sont implantés chez nous, Blue Solution, je me permets, et puis peut-être je voudrais en dire deux mots, qui développent toute l'activité de R&D justement sur les batteries solides. Donc, on les connaît bien, n'est-ce pas, Alex? Oui, exactement. C'est ça, c'est un joueur super important ici, très actif, comme tu l'as dit, dans les batteries tout solides. Et on a parlé de Lyon Électrique, mais ce n'est pas le seul joueur qui va faire ça aussi, ce jeu-là, de développer leur propre batterie, parce que, ben, comme partout dans le monde, je suppose, la question de l'approvisionnement devient de plus en plus majeure. C'est souvent le frein à la production, ça va être la disponibilité des composantes, les batteries en premier. Donc, de plus en plus, les producteurs vont essayer de se tourner vers ça puis de développer leur propre batterie. Donc, on a d'autres joueurs qui, sans nécessairement se rendre aussi loin que Lyon avec leur usine dédiée, mais des joueurs comme Taiga qui commencent à regarder ça aussi. Mais bon, je vais embarquer en fait dans les autres types de véhicules intéressants. Donc, on a parlé des véhicules récréatifs. Donc, historiquement, au Québec, on avait Bombardier, qui est l'inventeur en fait de la motoneige, et qui ont continué à travailler là-dedans sur les produits récréatifs. Ils ont récemment annoncé des versions électriques de leurs véhicules qui devraient commencer à être disponibles sur le marché d'ici 2024 ou 2027, dépendamment des. C'est le même Bombardier qui fait des trains? Exactement, mais en fait, c'est Bombardier, c'est une multinationale qui a grandi assez rapidement. Au cours des années, ils se sont lancés dans l'aviation, dans les trains, dans les produits récréatifs, mais ça a commencé avec les motoneiges. Maintenant, le groupe a un peu explosé, donc c'est-à-dire que la portion train a été vendue à Alstom. Et donc, en fait, ce qui a créé un spin-off intéressant quand même ici parce que à cause de cette séparation-là qui au départ a été, on comprend, c'est mal perçu ici, Alstom a installé son centre d'innovation du côté du Québec. Et donc, un centre d'innovation dans le domaine ferroviaire pour les trains électriques, donc trains batterie, trains hydrogène et trains hybrides. Donc, ça aussi, c'est un domaine dans lequel on était assez fort avec Bombardier, mais maintenant, Alstom a quand même repris ce flambeau-là, puis c'est un autre secteur où on va être assez performant. Sur véhicules spécialisés, véhicules récréatifs, il faut mentionner aussi Taiga Motors qui, elle, a des motoneiges électriques qui sont disponibles sur le marché présentement. Il y a un autre joueur, Terron, qui commence sa production pour des véhicules tout-terrain électriques. Sinon, haute force, en termes de véhicules, on est très fort du côté des véhicules industriels. Donc, deux joueurs qui me viennent en tête. Donc, d'abord, Motrec, qui sont des véhicules à l'intérieur des usines. Donc, véhicules électriques, c'est très pertinent, surtout dans des contextes où des champs magnétiques importants, où les émissions des véhicules à essence peuvent être un problème. Donc, eux sont présents. C'est l'entreprise de Sherbrooke qui est très active depuis plusieurs années. On a aussi du côté des chariots élévateurs. J'ai un blanc sur le nom. Je pense que tu peux m'aider, Cédric. Pour les Chez nous, ça s'appelle Manitou. Parce que je pense que ce qui serait important aussi, ça serait par rapport à ce qu'a dit Sergio, et je pense que le focus a été très porté sur la partie infrastructure. Il faut aussi comprendre qu'au Québec, là, avec la prédominance d'Hydro-Québec, on a des entreprises qui travaillent très fort sur les bornes de recharge, notamment Flow. Peut-être que tu voudrais en dire un mot, sachant que c'est une de nos forces ici au Québec. Non, c'est ça. Ça, on a du côté de Flow, on a du côté Elmec qui vont développer leurs bornes qui sont déjà qui ont déjà des ventes assez importantes du côté du Québec, qui commencent à s'en aller un peu partout à l'international. Donc, Flow qui est active aussi du côté des États-Unis. Et autre domaine très important, donc on a parlé beaucoup de l'électrification, mais dont le véhicule connecté et autonome au Québec qui sont des joueurs majeurs, des joueurs importants, puis un secteur qu'il ne faut pas oublier, qui est important même en contexte de transition.
Donc, que ce soit du côté de la gestion de parc avec des joueurs comme Astuce, Atrix, Communauto aussi pour des véhicules en libre partage, mais aussi tout ce qui est des senseurs. Donc, on a LidarTech avec des technologies de lidar et aussi Immervision qui va développer différentes technologies en lien avec l'optique et les caméras. Donc, c'est tout un secteur qui est très pertinent. Puis, peut-être l'autre gros secteur dont je voudrais parler, c'est celui de la batterie, qui est, on a une grosse stratégie de ce côté-là, au Québec. On a beaucoup de ressources minérales déjà qu'on veut exploiter, donc du lithium, du graphite, du nickel, du cobalt et aussi énormément de production d'aluminium. Donc, on est déjà actif de ce côté-là, puis on veut pousser ça davantage pour attirer des joueurs dans tout le reste de la chaîne de valeur. Donc, pour les composantes de batterie, on a déjà eu 2 annonces assez importantes du côté de POSCO Chemical, de GM POSCO et BASF pour des matériaux de cathode. Surtout, c'est une entreprise centrée autour d'une nouvelle zone d'innovation qui se nomme la Vallée de la transition énergétique au centre du Québec. Donc, pour ceux qui ont une carte mentale du Québec, on a Montréal, Québec, donc entre ces 2 grandes villes-là, on a les villes Bécancour, Trois-Rivières et Shawinigan. Il y a vraiment un écosystème qui est en train de se construire à cet endroit-là. Puis on est en train d'essayer de rassembler toutes toutes les pièces du casse-tête pour être en mesure de développer cette industrie-là et surtout centrer sur, encore une fois, les véhicules moyens et lourds. Donc, on laisse plus le côté des véhicules personnels et des automobiles pour l'Ontario, qui est notre voisin, et nous se concentrer vraiment sur ces véhicules lourds-là. On voit bien en vous entendant tous les deux là, les points d'accroche et les créneaux stratégiques qui sont finalement assez similaires. D'ailleurs, Sergio nous parlait aussi de la filière batterie dans sa présentation, de Gigafactory. On sait que le Québec est très proche de ces joueurs-là. On a signé récemment on a mis en place un corridor d'échange entre le Québec et les Hauts-de-France, notamment sur cette partie. Moi, ce que j'ai envie d'évoquer avec vous, là, il nous reste 15 minutes, on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont des innovateurs, qui sont à la recherche d'opportunités, qui veulent faire de l'expérimentation, de l'innovation. On sait que nos gouvernements respectifs ont mis en place des objectifs importants en matière de décarbonation à l'horizon 2030, 2050. En vous écoutant et en ayant cette présentation très, j'allais dire, pratiquement scolaire des écosystèmes, quand on est sur le plancher des vaches et qu'on observe les freins et également les réalités pour atteindre ces objectifs-là. Quels sont les enjeux? On parle, nous, de notre côté, au Québec, de l'aspect des capacités manufacturières, l'accès à la main-d'œuvre, l'accès aux capitaux. On a parlé aussi tout à l'heure avec toi, Alex, des chaînes d'approvisionnement qui sont parfois un peu tendues. Comment ça fonctionne de votre côté, Sergio? J'ai envie de te donner la parole sur cet aspect-là. Comment vous voyez l'atteinte des objectifs gouvernementaux 2030-2050 en matière de décarbonation? Entre guillemets, on est sur des sujets hautement intensifs en termes de capitaux. Donc ça, on est sur une filière qui est très cash dépendant. Donc ça, le gouvernement français a doté le plan de France 2030, pour donner un chiffre, je crois que la stratégie d'accélération, digitalisation et décarbonation des mobilités, qui ne concerne qu'une partie des sujets de mobilité, est dotée à peu près, je crois, de 150 millions d'euros par an, à peu près, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça commence à challenger. Non, c'est même plus, pardon, c'est un demi-milliard. Je dis une bêtise. C'est un demi-milliard parce qu'il faut cumuler 2-3 autres appels à projets. Donc, on est sur quasiment un demi-milliard à 1 milliard d'euros quasiment par an sur ce sujet-là. Donc, ça montre un peu l'intensité. Alors, pourquoi on met autant d'argent? En fait, c'est simple. Je le disais tout à l'heure. Il y a des entreprises qui doivent pivoter, donc qui ne faisaient pas ce genre qui sont toujours dans la course, entre guillemets. En fait, il y a un tiers diversifié vers d'autres secteurs d'activité parce qu'en fait, ils étaient trop liés aux véhicules thermiques et ce genre de choses. Il y en a un tiers qui sont pile poil dans la cible et en fait, ils doivent taper dedans, faire des moteurs, faire des batteries, etc. Donc ça, ils sont à fond dedans. Et puis, on a un tiers de la base industrielle qui finalement peut basculer du tiers qui embarque dans l'aventure de l'électrification ou reste sur le côté. Donc, du coup, nous, notre rôle, c'est d'accompagner les 3 tiers, chacun des tiers.
Et en fait, donc, dans les enjeux, vous l'avez cité tout à l'heure, donc il y a l'histoire de l'argent, effectivement des compétences. Hein. D'ailleurs, il y a des sujets de type compétences métiers d'avenir qui sont aussi des dispositifs sur lesquels on peut s'appuyer pour accompagner la transformation des formations et des compétences, parce qu'il y a un vrai sujet autour de ça. Hein. On ne fait pas la même chose sur ce type de filière électrique qu'on le fait sur des filières thermiques. Et après, les enjeux, vous les avez cités, hein, la question de la dépendance aux matières premières. Nous, on a subi de plein fouet la pénurie des semi-conducteurs, la question de la dépendance à des pays tiers, la question de la souveraineté sur les matières premières critiques est un vrai sujet sur notre filière. C'est aussi une question de valeur ajoutée, puisque si la valeur aujourd'hui, plus de 50% du véhicule électrique, la valeur, elle dépend de la batterie. Si elle est faite ailleurs, c'est 50% de valeur en moins. Donc, et qu'on retrouve aussi sur le territoire, en moins sur le territoire national. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis, la question de la décarbonation, on l'a vu tout à l'heure, on a des enjeux aussi d'adaptation, parce qu'en fait, on parle beaucoup, là, on a parlé un peu de l'automobile, mais en fait, vous l'avez dit, il y a les bus, il y a les véhicules utilitaires, il y a les véhicules spéciaux, les engins spéciaux. Tout le monde est concerné par la décarbonation. Et donc, du coup, ça fait d'autant plus d'intensité de travail sur tous ces champs-là. Et donc, effectivement, on a des vrais challenges, entre guillemets, à remporter, parce qu'il y a des adaptations, il y a des transformations à faire. Et dans tous les secteurs d'activité, parce que en fait, finalement, des esclaves énergétiques, on en a plein partout. Des choses qui transportent des choses, on en a plein. Des petits robots. On travaille sur des petits robots automates pour des sites industriels ou même pour des sites à ciel ouvert. On a parlé tout à l'heure de l'agriculture. Enfin, bref, tous les secteurs d'activité sont concernés. Et donc là, on a des vrais sujets. Le sujet de la digitalisation, qui est une sorte de petit truc sur le côté, mais effectivement, pour optimiser la ressource, avoir un outil numérique qui permet d'optimiser la ressource, c'est un sujet extrêmement important. Donc, on a des gros programmes autour de la digitalisation. C'est un vrai sujet, aussi pour des raisons de sécurité. Donc, en fait, c'est presque la question la plus compliquée à répondre parce qu'en fait, il y a je pense que c'est pour ça aussi qu'on fait un webinaire. C'est que toutes les bonnes âmes pour nous aider, et je pense que de votre côté, c'est pareil, à progresser et à remporter ce défi qui est dans le très court terme. Puisque, en gros, c'est dans les 20 ou 30 ans dans les 10 à 20 ans qu'on doit relever le défi. Donc, du coup, il y a du boulot et en fait, ça part dans tous les sens, quoi. Donc, difficile. En tout cas, structurellement, tu as raison, compétences, cash et industrie. Je pense qu'on se retrouve beaucoup dans ce triangle-là. C'est à peu près la même chose au Québec. Puis, dans la préparation de ce panel, on s'était dit aussi que l'objectif qu'on voulait, le message qu'on voulait diffuser, c'est qu'on veut que nos entreprises et nos écosystèmes se croisent, collaborent. On est là pour ça, pour mettre de l'avant les opportunités. Puis quand je t'entends, je vois beaucoup effectivement d'enjeux, mais d'opportunités. On a des innovateurs qui sont là. Alex représente cet écosystème. Peut-être qu'Alex, tu voudrais, en guise de réponse, ça permettra d'ouvrir les questions d'opportunités, nous présenter un peu la manière ou du moins l'écosystème d'innovation, comment c'est structuré. Et quand je suis un innovateur et que je veux répondre à ces enjeux-là et que je veux m'intéresser au marché québécois, par quelle porte je rentre? Ah, je vois que Sergio lève la main. Non, c'est bon? Ouais, non, c'était pour compléter ta question, parce que je suis en train de regarder le chat en même temps qu'on parle. Et il y a quelqu'un qui pose la question sur les engins off-road. Est-ce qu'il y a des sujets de rétrofit, de décarboner les engins off-road par le rétrofit? Ou est-ce que c'est plutôt les véhicules neufs? Et donc, du coup, est-ce qu'il y a des projets autour de ça? Donc, c'est pour aller encore plus dans le concret de ta question, c'est prendre l'exemple. Exact. Très bonne intervention. Puis Daniel aussi, Daniel Gant, j'avais vu ta question, Daniel. Peut-être que tu voudrais intégrer cet élément de réponse aussi à toi de prendre la parole. Oui, ça, je n'ai pas vu la question de Daniel. Par contre, mais pour ce qui est des rétrofits, c'est pour le off-road, je ne sais pas à quel point on a beaucoup de projets, mais sur le on-road, c'est définitivement quelque chose qui est très actif et tout. C'est certain que pour beaucoup de véhicules, surtout les véhicules lourds, c'est un immense enjeu. En fait, c'est que les véhicules ont une durée de vie qui est assez longue. Donc, juste de penser en termes d'électrification, pour le moment, ce n'est pas vraiment là, mais il y a ce jeu-là. Et peut-être, en fait, pour parler de notre côté pour ce genre de rétrofit-là, on a un centre de recherche qui se nomme l'Institut de véhicules innovants au Québec qui a développé une très, très grande expertise dans ce domaine-là sur, en fait, comprendre comment est-ce qu'on peut, sur des aspects vraiment très techniques, donc, moins dans la recherche et plus dans le développement de juste comment est-ce qu'on fait pour mettre des batteries dans un véhicule, comment est-ce qu'on intègre le moteur électrique, etc. Donc, cette vision-là, ils ont développé une expertise, ils ont fait des transformations de véhicules miniers
Nous, on travaillait, en fait, tout à l'heure, Sergio parlait de, c'est fou à quel point la quantité de différents types de véhicules qui existent, qu'on doit électrifier. Parce on parle de tracteurs, on parle de, des véhicules aspirateurs, etc. Donc, il y a toute cette expertise-là. Puis souvent, ça passe tout d'abord par le rétrofit, puis c'est comme ça qu'on arrive à développer cette technologie. Mais donc, oui, c'est définitivement quelque chose qui est très développé. Si je parle… Et de ton côté, Alex, peut-être pour aussi expliquer aux gens qui nous écoutent, présenter l'écosystème, les forces en présence, mais aussi on a des incitatifs qui sont posés sur la table par le gouvernement pour aider les entreprises à faire des partenariats de recherche, à aider à faire des projets d'innovation. Peut-être que tu veux en dire deux mots aussi. Oui, ben, en fait, le meilleur exemple, en fait, c'est nous, de notre côté. Là, nous, on offre des programmes de financement de ce côté-là pour aider à financer cette recherche-là collaborative, d'aider les gens à travailler ensemble. Tant du côté du Québec que du Canada, en fait, il y a beaucoup de programmes de financement et de programmes d'aide à ces projets d'innovation-là qui existent et qui sont disponibles, surtout pour travailler, comme je parlais tout à l'heure avec l'IVI, qui est un centre collégial de transfert technologique. Donc, quand c'est des aspects qui vont être vraiment plus techniques, plus comme comprendre comment développer un nouveau véhicule, comprendre comment adapter une technologie. Un bon exemple, en fait, c'est, je suis certain que plusieurs industriels du côté de la France ont déjà des technologies qui fonctionnent. Mais du côté québécois, le froid, la neige, la glace et les abrasifs sont des enjeux importants. Donc, d'adapter ces technologies-là à la réalité québécoise, on a beaucoup d'expertise dans ce domaine-là, puis c'est un bon premier pas du côté québécois. Si on reprend un pas en arrière, si on va plus sur la recherche et développement puis la recherche fondamentale, du côté universitaire, on a toute une série d'expertise. Je pense notamment à l'Institut de recherche sur l'hydrogène avec le professeur Bruno Paulet. Côté de Concordia, on a Karine Zaghib, quelqu'un qui est sorti d'Hydro-Québec sur la batterie. On a aussi le MILA en intelligence artificielle. C'est un élément dont j'ai pas beaucoup parlé, mais on est un des centres internationaux en termes d'intelligence artificielle. Donc, pour toutes ces intégrations-là, il y a des possibilités. Puis finalement, peut-être parler d'IVEO, en fait, qui est quand on parle pour des tests d'expérimentation puis pour du soutien, IVEO, qui est une organisation qui va travailler, qui va aider à mettre ensemble les villes médianes, des entreprises avec des villes médianes et des grandes villes pour essayer de développer des projets d'expérimentation. Donc, pour tester ça, pour faire des démonstrations, des vitrines technologiques. Donc, il y a beaucoup d'options, beaucoup de choses précises. Puis sinon, peut-être revenir vers moi. Donc, Innover, Propulsion Québec, on connaît bien ces acteurs-là, puis on peut facilement bien vous guider dans cet enjeu. Merci Alex. Il nous reste 2 minutes. Je sais que le temps est passé très vite. Je suis une entreprise québécoise. J'ai été conquis pour ton discours, Sergio. J'ai envie de me positionner, de faire des partenariats. Par où je passe? Quelles sont les opportunités? Comment procéder? Tu donnes mon 06. Le mien est celui de Véronique. Et puis ceux qui sont en contact, comme Estelle, je pense aussi de l'AIT qui peut être un très bon point de contact au niveau national. Et en fait, le plus simple, c'est qu'en fait, comme chaque cas est spécifique, il ne faut pas chercher à se dire vous appelez là si c'est ça. Non, on est des personnes ressources. Quand on ne sait pas faire et que ce n'est pas dans notre cours, on s'est renvoyé vers la bonne cour, il n'y a aucun souci. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous faire le classique millefeuille à la française. On fera quelque chose d'agile et de personnalisé. Donc, je pense que c'est le mieux. Et puis, tu l'as souligné. Et puis, je voudrais juste faire un clin d'œil. Parce que quand on a parlé des écosystèmes, on était très centré sur les entreprises. Il faut aussi reconnaître qu'on a une grande qualité de chercheurs et d'écoles dans le domaine. Tu l'as cité à la fin de ton propos, Alex, et puis toi aussi, Cédric. Et j'ai Joël Jacquiel de l'EXI qui est en ligne d'une école qui est du côté de La Rochelle, très, très jolie ville au demeurant, pour ceux qui veulent aller faire du vélo, qui ont fait beaucoup de choses sur le véhicule électrique il y a beaucoup d'années et qui sont en train de développer un partenariat, ce qu'il me disait avec l'Université Québec-Trois-Rivières, sur les sujets de piles à combustible, puisqu'on n'a pas parlé d'hydrogène, il y a plein de sujets qu'on n'a pas évoqués, mais en tout cas, il y a plein de choses, entre guillemets, aussi entre ces acteurs-là qui peuvent aussi être des bonnes portes d'entrée avec nos entreprises pour faire du collaboratif. Donc voilà, je termine la parenthèse, et voilà, il faut juste nous appeler. On s'excuse parce qu'on a vraiment dû accélérer le rythme. Le temps est passé très, très vite. Très, très rapidement, on sait qu'il y a de l'intérêt de part et d'autre. Il y a des opportunités importantes de collaboration. C'est ce qu'on souhaite faire à travers ce genre d'exercice. Véronique a tout un programme et quelques propositions à vous faire par rapport à un deuxième exercice de webinaire qui serait plus tourné vers du B2B. Véronique, est-ce que tu veux en dire un mot? Oui, tout à fait. Merci, Cédric. Bon, effectivement, alors le jeu de le faire en 45 minutes, c'était aussi de frustrer un petit peu tout le monde pour avoir envie d'aller plus loin.
J'espère que ça a marché et que nos excellents intervenants ont su vous passionner. Vous pouvez voir sur l'écran nos différentes coordonnées. Surtout, c'est ce que disait Sergio. Alors, il n'y a pas son 06, mais surtout, n'hésitez pas à nous contacter. On sera là pour vous aiguiller. Et vous avez dû voir apparaître aussi sur vos écrans un petit pop-up avec quelques questions. L'objectif pour nous, c'est de recueillir un peu vos intérêts et d'organiser une séance de... Alors, on dit en bon français du matchmaking, nous, mais je crois que vous avez un terme qui est beaucoup mieux au Québec, mais que je n'ai pas retenu. Donc, en fonction de vos réponses, on reviendra vers vous, dans tous les cas, avec le lien du replay du webinaire d'aujourd'hui et avec, si cela semble pertinent, une nouvelle date fin mai pour un nouveau rendez-vous France-Québec pour pouvoir effectivement faire une séance de pitch et de matchmaking. L'objectif étant vraiment de monter des projets d'innovation ensemble et de continuer ces premières discussions. Mais merci beaucoup, Véronique. Et puis, je tenais aussi à remercier les personnes qui ont posé des questions dans le clavardage. Malheureusement, on n'a pas pu adresser toutes les questions. Comme le disait Véronique, l'objectif, c'est de créer une certaine frustration pour faire un deuxième et vous avoir avec nous la prochaine fois. Merci encore à tous. On vous souhaite une bonne après-midi et une bonne journée côté Québec. Et on se reparle très vite. Merci aux conférenciers. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci bien.